Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Café. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Olivier Luancy, associé chez PwC, senior fellow à l'ESCP, mais tout d'abord passionné de l'industrie et au cœur de l'écosystème qui réfléchit au futur de l'industrie française. Bonjour Olivier, un grand merci de prendre ce temps d'échanger avec moi. Bonjour, merci de ton accueil. Alors, Olivier, la première question pour entrer directement dans le vif du sujet. On parle beaucoup de politique industrielle en ce moment, surtout au périmètre français. Mais est-ce que tu penses que ce périmètre français est le périmètre cohérent ou est-ce qu'il faudrait plutôt élargir au périmètre européen? Alors ça, c'est une très bonne question. En fait, la situation de l'industrie en Europe et de l'industrie en France ne sont pas du tout les mêmes. L'Europe, par exemple, n'a pas de déficit commercial parce qu'elle a une industrie qui est globalement compétitive et bien développée. Et donc, dans les rapports de force entre l'Europe, la Chine et les États-Unis, les enjeux européens, c'est pas d'augmenter son industrie, de la densifier, c'est de l'adapter aux nouveaux enjeux. Donc, il y a un enjeu de technologie. Comment est-ce qu'on prend la maîtrise de nos technologies européennes par rapport à des technologies, par exemple, américaines, et on pense naturellement à toutes les plateformes numériques. Ça, c'est un véritable enjeu européen. Quelles sont les technologies sur lesquelles on est fort par rapport aux autres puissances continents? Et puis le deuxième enjeu, c'est qu'on voit bien que le monde est en train de se changer, que la Chine est en train d'évoluer sur son modèle économique. Il y a le fameux agenda Chine 2025, hein, et donc exporter des voitures de luxe ou des grosses berlines allemandes en Chine, qui était une bonne partie du commerce extérieur européen, ce sera peut-être pas le modèle de demain, et donc il va falloir le faire évoluer. Ça, c'est des enjeux européens. Les enjeux français sont complètement différents. On n'a que 10% du PIB qui est industriel. On a un tissu industriel qui est d'une très faible densité. Et donc, le premier enjeu pour nous, c'est de redensifier, de réindustrialiser. Et d'ailleurs, ça se mesure par le déficit du commerce extérieur français qui est abyssal. Donc, on a deux dimensions avec deux enjeux différents. Et donc, il n'y aura pas une politique européenne qui permettra de résoudre la spécificité française si on veut remettre notre pays sur le droit chemin, le réindustrialiser, permettre, je dirais, d'éviter qu'on ait ce déficit commercial qui soit si terrible. Il faut bien une politique nationale. C'est très intéressant ce que tu viens de dire. Et justement, je me posais la question quand tu parlais, au niveau européen, si on devrait faire un petit classement rapide, on sait tous que l'Italie et l'Allemagne sont souvent cités comme les pays toujours les plus industrialisés en Europe. Mais est-ce qu'il y a d'autres pays qui ont un profil similaire à la France, c'est-à-dire qu'ils ont perdu beaucoup d'industrie, mais qui semblent avoir une volonté de se réindustrialiser en Europe, avec qui on pourrait peut-être avoir des projets communs, par exemple? Est-ce que tu as une idée d'un pays comme ça? Bah, en fait, on est très singulier, hein, parce que dans les grands pays et même les moyens pays européens, on est le plus désindustrialisé. Les seuls qui ont moins d'industrie que nous, ce sont le Luxembourg, Chypre et Malte. On a un PIB, donc un produit intérieur brut manufacturier, qui est du niveau de la Grèce. Le seul pays qui était comparable dans sa trajectoire, hein, qui a beaucoup désindustrialisé et qui a voulu réindustrialiser, c'était le Royaume-Uni, qui est maintenant sorti de l'Union européenne. Donc, dans l'Union européenne, encore une fois, la France a une situation industrielle en chiffres, en constat, hein, c'est pas de la projection, qui est singulière. Et donc, nous ne réussirons à revenir dans la course que en ayant une politique complémentaire à la politique européenne. Et du coup, justement, pendant des années, la France s'est désindustrialisée. Mais qu'est-ce qui fait que ces derniers mois, on a eu on va dire un changement de paradigme et qu'on entend de plus en plus parler d'industrie, de réindustrialisation? Selon toi, quels sont les principaux facteurs qui ont amené à ce changement de discours? En fait, c'est une succession de crises, hein. On apprend face aux crises. Il y a une crise qui est une crise profonde, qui est la crise qui est liée aux défis environnementaux, hein. Donc, il y a toute la question de comment est-ce qu'on décarbone notre économie, comment est-ce qu'on arrive à moins puiser dans les ressources naturelles. Ça, c'est un premier sujet. Et de manière un peu paradoxale et récente, je dirais, après des décennies de confrontation entre l'industrie et l'environnement, il y a eu un déclic. Je daterai presque du dernier semestre 2021, donc c'est très récent, où on s'est rendu compte qu'en fait, industrie et environnement avaient un destin lié. On arrivera à décarboner notre économie, on arrivera à faire une économie circulaire qu'en allant puiser des solutions dans le génie industriel. C'est le seul qui est capable de trouver des solutions qui sont nativement capables de passer à l'échelle, c'est-à-dire de toucher toute une société, et puis qui prennent en compte des contraintes économiques, parce qu'on sait que la décarbonation, c'est quelque chose qui coûtera cher à notre économie. Et justement, le génie industriel et cette capacité de faire des choses à grande échelle et en prenant en compte
les contraintes économiques. Alors, ce que je dis sur l'environnement, pour l'instant, c'est la partie où il y a un alignement maintenant entre l'industrie et les enjeux environnementaux. Il y a aussi des endroits où ça frotte encore. Et par exemple, si on veut réindustrialiser, mettre de nouvelles usines, ça veut dire peut-être occuper des hectares supplémentaires qui sont de l'espace naturel. Et là-dessus, on a encore sur le foncier des sujets de confrontation qui se poseront dans les années à venir. Donc ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a d'autres crises. Il y a 3 autres crises qui sont récentes, qui sont plus ponctuelles, mais qui nous ont marqués. Il y a eu les Gilets jaunes, qui est une crise qui a posé la question de la cohésion territoriale du pays. Comment est-ce qu'on met des richesses dans tous les territoires, auprès des villes moyennes? Les services à haute valeur ajoutée sont plutôt, je dirais, le privilège des grandes villes de Paris, mais aussi des capitales régionales. Donc, comment est-ce qu'on recrée de la richesse à côté des villes moyennes pour qu'elles se sentent bien en contact avec le récit économique national, qu'elles ne se sentent pas dépossédées, laissées pour compte? Et notre industrie servait à cela, comme on l'a pas développé pendant 40 ans, on a même désindustrialisé. On s'est rendu compte à ce moment-là qu'il y avait un manque, une carence forte. Ça, c'était un premier point. Et puis les autres crises, naturellement, c'est le Covid-19, où on s'est rendu compte qu'on avait des chaînes d'approvisionnement qui n'étaient absolument pas sécurisées. Et donc la question de la sécurité d'approvisionnement. Et enfin, la crise de l'Ukraine, où on se pose des questions sur notre souveraineté économique. Voilà, c'est une série de crises qui a fait apparaître l'industrie comme étant un outil indispensable à notre modèle économique et qu'on avait négligé. Il y a un des points que tu as cité qui m'intéresse parce qu'on n'entend pas souvent parler, c'est la question du foncier, sur le fait que il est plus difficile en France que dans d'autres pays en Europe d'avoir du foncier pour installer de nouveaux sites industriels. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Quelle est la problématique que rencontrent les industriels quand ils veulent installer une nouvelle usine en France? Aujourd'hui, la principale difficulté qu'il y a, c'est lié aux compétences. C'est-à-dire les métiers industriels n'ont pas attiré, c'est pas vers ces métiers-là, c'est pas vers ces filières-là que l'éducation nationale a orienté des générations entières. Et donc aujourd'hui, la première difficulté qu'il peut avoir, c'est de trouver des gens qui sont prêts à travailler dans cet environnement. Alors, j'ai parlé des orientations faites par le système de formation. Il y a aussi l'image qu'on a de l'industrie qui s'est figée quelque part autour d'images très anciennes qui ne sont plus du tout en lien avec la réalité. Le cliché de Germinal? Le cliché de Germinal, le cliché des temps modernes, voilà. Et quelque part, au moment de la désindustrialisation, c'est-à-dire au moment des années 70, où on a commencé à 75, après les chocs pétroliers, où on a commencé à considérer que on rentrait dans une société post-industrielle, qu'on n'avait plus vraiment besoin de l'industrie, il y a une image de l'industrie qui s'est figée sur, voilà, sur ces clichés et qui ne correspondent plus du tout à la réalité de l'industrie aujourd'hui, qui a correspondu à la réalité de l'industrie d'hier, mais plus de celle d'aujourd'hui. Donc, on a là un travail à refaire pour réactiver un imaginaire, déjà refaire coller la réalité à l'image qu'a l'industrie. Ça, c'est un premier point, donc autour de l'attractivité des métiers. Et puis aujourd'hui, les industriels rencontrent une deuxième difficulté, qui est la disponibilité effectivement de foncier. Alors, ça peut paraître un peu simple. On a plein de friches industrielles, mais par des procédures extrêmement longues de qualification du terrain et du foncier, on se retrouve avec des tensions très, très importantes. Il y a des territoires, il y a à peu près 40% des territoires industriels français qui déclarent ne plus avoir de foncier disponible pour de nouvelles activités d'ici 2 à 3 ans. Ce qui est énorme, hein. Ça rentre en contradiction avec la volonté affichée par, en tout cas par la force publique, de pousser la réindustrialisation, du coup. Alors oui et non, c'est en fait une redécouverte de la réalité de l'industrie qui se fait par la puissance publique et elle a été négligée. Donc on ne s'est plus occupé des problèmes de formation, de compétences dans l'industrie, on s'est plus occupé de ces sujets, on l'a super taxée avec les impôts de production. Aujourd'hui, elle revient au centre et donc comme elle revient au centre du débat, donc les débats remontent, je dirais, les sujets remontent progressivement, les uns après les autres. Il y a eu naturellement la question de la fiscalité, les impôts de production qui ont été abordés pendant la campagne présidentielle. Aujourd'hui, il y a le sujet très fort, mais qui depuis quelques années, de la formation. On a 70 000 postes non pourvus dans l'industrie à la fin de l'année dernière. C'est sans doute encore le cas et sinon encore plus, de manière plus importante. Et puis aujourd'hui, il y a un nouveau sujet qui est en train d'émerger, c'est la disponibilité du foncier pour installer de nouvelles activités. Voilà, progressivement,
comme le sujet revient au centre des débats, bah, les points de blocage remontent et doivent être traités les uns après les autres. Là, ce que j'ai retenu de ce que tu viens de me dire sur les enjeux de l'industrie là, pour demain, il y a vraiment le sujet numéro un, c'est la compétence. Après, il y a aussi la foncier, la fiscalité. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a, par exemple, le fait de pour certaines industries de se transformer? Je pense, par exemple, à l'industrie automobile là, on a entendu il y a très récemment le Parlement européen qui a voté une loi pour interdire les moteurs thermiques. Est-ce qu'il y a aussi des industries traditionnelles qui vont devoir complètement changer de modèle? Est-ce que c'est aussi un enjeu pour l'industrie en France? En fait, la question que tu poses, elle est quel type d'industrie on veut, qu'est-ce que notre industrie, quel est notre outil productif va nous permettre de faire. La conviction que j'ai, c'est qu'un outil productif, une industrie, c'est d'abord au service d'un projet de société. Et donc, le point essentiel, c'est de définir quel est notre projet collectif. Alors, on peut se dire qu'on va devenir le leader, par exemple, de la décarbonation. Et donc, on va développer un certain nombre de filières liées à la décarbonation, comme l'hydrogène dont on parle beaucoup. Voilà, ça peut être un premier projet. On peut se dire que ce qu'on veut surtout assurer, c'est la sécurité d'approvisionnement et qu'aujourd'hui en France, on n'est pas capable de le faire sur tout plein de produits de base, hein, pas forcément à haute valeur ajoutée. Et donc avoir un discours qui est un peu à contresens de ce qu'on a beaucoup entendu pendant des années, qu'il fallait développer surtout une industrie à haute valeur ajoutée. Mais si on met la sécurité d'approvisionnement comme point numéro un de notre volonté collective, ben dans ces cas-là, il faudra aussi redévelopper une industrie sur des produits qui seront peut-être pas de très haute valeur ajoutée. Donc la réponse à ta question, elle n'est pas unique, elle est surtout de dire, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut faire de notre outil productif? Et là, la réponse, elle n'est pas encore mûre. En tous les cas, je l'entends pas de manière très très claire aujourd'hui. Et tu parlais des approvisionnements. J'aimerais avoir ton point de vue sur la question qui arrive de plus en plus sur l'approvisionnement en matières premières, la partie industrie minière, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Quelle est ta vision de ce sujet-là et comment il est traité au niveau français? Est-ce que selon toi, on va arriver à un moment à ouvrir de nouvelles mines en France? Alors on est plein dans ce que j'appelle les injonctions contradictoires. D'un côté, on aimerait bien avoir une souveraineté industrielle, et d'ailleurs c'est même le titre du ministère qui s'en occupe aujourd'hui, hein. Et donc ça voudrait dire ben, être capable, par exemple pour nos batteries, d'avoir tous les métaux nécessaires, tous les produits nécessaires pour les fabriquer, dont le lithium. Et d'un autre côté, on a aussi des exigences environnementales qui sont tout aussi légitimes. Encore une fois, hein, il n'y a pas de, il faut pas, je dirais de manière trop rapide, dire que l'un est plus important que l'autre. Et on pourrait ouvrir des mines de lithium en France. On a des réserves de lithium, mais ça veut dire est-ce qu'on est prêt à, je dirais, avoir un impact d'une mine sur l'espace naturel. Donc le premier point sur ce type de sujet-là, c'est de se dire quel est encore une fois le projet qu'on a, comment est-ce que on gère collectivement ces injonctions contradictoires entre une souveraineté économique et puis la préservation de l'espace naturel. C'est pas des questions faciles, mais c'est des questions sur lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de lieu de débat qui permettrait de les trancher. Et c'est là où on manque d'une vision sur quelle est notre ambition industrielle, quel est le rôle qu'on veut faire jouer à cet outil productif, jusqu'où on va dans notre exigence de souveraineté ou dans notre exigence de préservation de notre espace naturel. Et puis la deuxième dimension qu'il y a derrière, c'est que certes, il y a des ressources en France qui sont aujourd'hui peu exploitées, mais il y a aussi des ressources ailleurs dans le monde. Et c'est un autre sujet, je dirais, de diplomatie économique qui a été très très longuement négligé, y compris vis-à-vis de l'Afrique, et qui vont se reposer certainement dans les années à venir, sachant que si on prend par exemple l'exemple du cobalt, 80% de la capacité de raffinement du cobalt dans le monde est en Chine parce que c'est une chaîne de valeur que les Chinois ont préempté et qui nous mettent en situation de dépendance. Voilà le type de questions qu'on peut avoir aussi en diplomatie économique. Et le deuxième volet de ta question. Je retiens de ce que tu viens de me dire la notion d'espace de débat qui est, je suis d'accord avec toi, très importante et dont on manque parfois en France au sujet industrie. Donc c'est important d'avoir des gens comme toi qui réfléchissent et qui produisent du contenu. C'est ce qui manque en ce moment pour intéresser aussi le plus grand nombre à ce sujet ô combien important pour le futur de notre pays. Pour revenir à l'État, parce que dans ce que tu me dis, il transpire quand même l'idée d'avoir un projet de société, donc l'État a un rôle important là-dedans. Quelles sont à ce jour les actions de l'État sur le sujet de l'industrie en France? Quels moyens, quelle réflexion est actuellement en place justement pour réindustrialiser, se réarmer au niveau français?
Il faut signaler d'abord que dans les quelques dernières années, l'État a mis des moyens sur l'industrie qui n'avaient pas été mis pour investir dans ce secteur, qui n'avaient pas été mis depuis des décennies. C'est France Relance. France Relance, je rappelle, c'est 100 milliards d'euros, dont un tiers sur l'industrie, 30 milliards d'euros, et à peu près la moitié de ces 30 milliards directement dans de l'investissement dans des usines, des lignes de production. Investissement direct. Ça, c'est l'outil qui a eu lieu après la crise, enfin, l'outil développé, le programme développé juste après la crise du Covid-19. Ensuite, il y a un deuxième programme qui s'appelle France 2030, qui lui pèse 34 milliards d'euros, essentiellement focalisé sur l'industrie, la moitié pour de l'innovation et de la moitié pour de l'investissement productif. Donc, directement investir dans des usines, des lignes de production, des nouvelles capacités de production. Donc, c'est des moyens considérables et inédits. L'orientation, notamment de France 2030, donc qui est le programme qui est maintenant en œuvre, France Relance s'est arrêté puisqu'il a été consommé. Il avait pour but d'éviter que l'investissement décroisse trop pendant la crise du Covid-19. Comme son nom le dit, c'est un programme de relance. Maintenant, on est à France 2030, donc il y a un programme qui nous projette vers l'avenir. C'est un programme qui a plutôt choisi des sujets de souveraineté technologique. Il y a une dizaine de thèmes sur lesquels la promesse, je dirais, en tous les cas l'envie, l'ambition, est de se dire que la France doit devenir leader ou doit ne pas être détachée des leaders. Donc on est sur une notion plutôt de souveraineté technologique. La France leader de l'hydrogène, la France leader de l'ordinateur quantique, la France pas décrochée sur les biomédicaments. C'est ce type de sujets-là qui sont pris. C'est à la fois superbe parce que ça n'a pas existé depuis 40 ans. Encore une fois, on n'a jamais eu des politiques industrielles aussi musclées que celle-là pendant les 4 précédentes décennies. Et d'un autre côté, il y a un certain nombre de sujets à côté desquels on passe. Tout à l'heure, je parlais de la cohésion, de la densification de notre outil productif. Pour redévelopper de l'industrie, il n'y a pas que des nouvelles filières. Vous prenez un exemple dont on a tous plus ou moins entendu parler, mais le slip français, ou bien le jean à 50 ou 60 euros que va développer le groupe Mullier. C'est pas des produits technologiques et pourtant, c'est des initiatives qui vont permettre de réindustrialiser la France. La filière lin, par exemple, qui est en train de se développer autour de... Est-ce que tu peux en parler 30 secondes? Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est très peu connu, que la France est le premier producteur mondial de lin. C'est caractéristique du déni qu'on a fait sur notre outil productif. Le lin est une plante qui suppose des caractéristiques météorologiques particulières. Et il se trouve qu'on les réunit en France et donc on est l'un des premiers producteurs de lin dans le monde. Et nous avions une capacité de transformer la fibre de lin égale à 0. Et donc on est en train de redévelopper une filière de transformation du lin pour une filière industrielle, c'est de la transformation d'une matière première organique, afin de nous permettre d'avoir justement accès à ces fibres-là pour en faire des vêtements ou d'autres choses. Voilà. Et c'est une filière qu'on avait totalement abandonnée et qui est en train de se recréer. Du coup, là, tu reparlais justement de pas uniquement adresser des secteurs, on va dire, de nouvelles technologies, mais aussi réessayer de réinstaller des industries plus traditionnelles comme le textile. Si on prend l'exemple du textile, en dehors des belles réussites comme le slip français ou le fameux jean, est-ce que tu penses que on est vraiment en mesure de remettre des emplois industriels à l'échelle sur ce type de secteur avec la concurrence et les règles actuelles, notamment avec la Chine? Est-ce que c'est possible sans changer les règles du commerce? Alors c'est un pari sur l'avenir. C'est un pari sur l'avenir et il n'y a pas de... Je dirais, moi j'y crois, mais je peux comprendre que ta question se pose à beaucoup de... Moi, j'ai envie d'y croire, mais je me dis, est-ce qu'on va pas... Ce que je vois, c'est que le mode de développement, il est différent de celui très vertical avec les grandes technologies où on dit je veux devenir le leader de l'hydrogène, l'ordinateur quantique, le biomédicament, enfin on peut en citer. Ça part plutôt d'initiatives d'entrepreneurs qui repèrent une opportunité que je vais qualifier commerciale. Quand on a un marché qui est prêt à payer un peu plus cher pour acheter un textile made in France, ou en tous les cas, je dirais assemblé en France, parce que la fibre n'est pas toujours faite en France. On a parlé du lin, mais c'est un peu l'exception. Dès qu'il y a un marché, dès qu'il y a je dirais quelque chose qui peut porter un business, un entrepreneur peut se positionner là. C'est ce qui s'est passé avec le slip français. Et puis après, autour, il y a un écosystème qui peut se créer. Et c'est ce type de dynamique-là qui commence à pointer son nez, je dirais. Alors, on a parlé du textile, on peut parler aussi de Bob le lave-vaisselle. On est dans l'électroménager, avec
avec Dantec. On l'a eu dans notre podcast il y a quelques mois, c'était très intéressant. Voilà, et qui va faire une diversification maintenant sur un four. Donc, le modèle qu'on voit, c'est qu'on part d'une opportunité commerciale qui est très approche un peu start-up. Hein. On dirait il y a un pain point quelque part, il y a une envie quelque part de répondre à une demande. On fait un petit business autour de ça qui peut paraître très petit à l'échelle des chiffres macroéconomiques, mais qui a sans doute le potentiel de s'élargir, de créer un écosystème, encore une fois, soit horizontalement, c'est-à-dire autour d'un produit, je développe d'autres produits qui sont à côté, autour, voilà, on l'a cité dans le textile, je l'ai cité dans l'électroménager, ou bien verticalement, et puis là on revient sur l'exemple de la filière lin. Est-ce que cette dynamique-là qu'on commence à voir se manifester, encore une fois, qui n'est pas une logique très verticale, hein, je choisis sur quoi je veux que mon pays et son économie et son industrie se développent, qui est beaucoup plus entrepreneuriale, qui repose sur des initiatives de porteurs de projets. Est-ce que ça a la potentialité d'avoir un impact macroéconomique ? Je le pense notamment si on travaille un peu plus sur la demande. Je m'explique, l'État aime bien financer des usines, c'est-à-dire aider l'offre. J'accompagne une usine qui va produire ceci ou cela. Il me semble qu'il y a un autre volet sur lequel on pourrait travailler, qui est celui de la demande. Comment on peut stimuler cette envie d'acheter du Made in France, alors qui n'est pas abordable pour tout le monde, hein. On sait très bien qu'il y a l'enjeu du pouvoir d'achat, hein. Mais pour ceux qui en ont la capacité financière, comment est-ce que je les amène véritablement vers des produits Made in France en leur garantissant que derrière, il y a des emplois, il y a de la valeur ajoutée France? C'est un premier point qui n'est pas assez exploré. Comment est-ce que je fais pour que la puissance publique, donc l'État, les régions, les départements, les villes, achètent du Made in France? Ils n'ont pas le droit, c'est le code européen, d'écrire je veux un produit fait en France, mais il y a plein de façons de formuler d'autres critères environnementaux, sociaux, etc., qui permettent de localiser un achat public. Et c'est une piste qui n'est pas assez explorée, qui n'est pas assez utilisée. Elle est un peu plus complexe que de dire je veux le produit le moins cher, hein, ça c'est sûr, mais c'est possible. Et puis une troisième question, comment on fait en sorte que les grands donneurs d'ordre privés, c'est-à-dire les grandes entreprises, arrêtent d'acheter simplement sur le prix, mais soient capables d'avoir une vision complète du coût d'un produit. Acheter un équipement, c'est pas simplement acheter une pompe, mais c'est acheter sa maintenance, acheter sa durabilité, acheter son bilan carbone. Et quand on additionne tout ça, la pompe, on peut peut-être la trouver en France ou en Europe et pas forcément en Chine. Olivier, ça c'est un sujet, c'est ma marotte depuis que j'ai commencé mon aventure professionnelle, parce que je suis acheteur de formation. J'ai eu la chance de travailler pour des grands groupes industriels et cette question de pourquoi on va acheter en Chine alors qu'on pourrait acheter plus proche, j'avoue que ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur comment on peut changer les mentalités de ces grands groupes industriels français pour qui voient ce fameux coût complet, qui se disent bah tiens, ça vaut quand même le coup pour l'avenir aussi de notre pays, de nos enfants, d'essayer de stimuler un peu le tissu local. Je sais pas si tu as des pistes de réflexion là-dessus, mais ça m'intéresse beaucoup. Oui, alors c'est le plus difficile, hein, quand là j'ai parlé des 3 filières d'achat, hein, comme on parle des fois de filière industrielle, là moi je parle de filière d'achat parce que je pense que c'est un levier important qui nous permettra de densifier notre tissu industriel. Encore une fois, on réindustrialise pas pour réindustrialiser. Quand on produit, c'est pour répondre à une demande. Monde d'avant ou monde d'après, on est dans un monde économique et donc on produit pour répondre à une demande, pour faire un business. Et donc on fait un business quand derrière, il y a des gens qui sont prêts à acheter vos produits. Donc quand c'est l'État, quelque part, il faut utiliser intelligemment la commande publique. Quand c'est chacun d'entre nous, il faut avoir les bonnes informations, et aujourd'hui, on ne les a pas vraiment. Et puis, quand on est dans une entreprise, c'est effectivement un peu la face nord. Et là, je te suivrai pas. Je pense pas que l'objet social d'une entreprise va changer. Elles font certes plus d'environnement, etc., mais l'objet d'une entreprise principale va rester d'avoir un modèle économique et de faire du profit. Mais tu penses pas que c'est au niveau individuel, justement, au niveau même des personnes dans les entreprises, c'est au niveau citoyen que ça doit changer plus, non? Le citoyen, oui, quand c'est toi qui achètes quelque chose. Mais même le citoyen qui travaille pour l'entreprise industrielle, qui, quand il va devoir choisir entre plusieurs fournisseurs, qui peuvent se dire, à un delta de prix vraiment pas très important, autant que j'achète un peu plus cher, mais que je prenne en compte les autres aspects du coût complet dont tu as parlé pour privilégier le fournisseur français ou européen. Écoute, moi, je pense que plutôt les entreprises vont, le moyen de les faire évoluer, c'est justement la notion de coût complet. C'est-à-dire à partir du moment où la politique d'achat d'une entreprise dit à l'acheteur,
non, je ne souhaite pas que vous achetiez simplement le moindre prix, mais je veux que vous preniez la peine d'inclure dedans les difficultés qu'on va peut-être avoir si on a un défaut parce qu'il faut aller à l'autre bout du monde pour parler avec le fournisseur. Je souhaite que vous incluiez dedans les coûts de maintenance sur tel ou tel équipement. Je souhaite que vous incluiez aussi, c'est difficile à quantifier, je le sais, mais faites l'effort, s'il vous plaît, mesdames et messieurs les acheteurs, le fait qu'on est dans un monde où la valeur est créée par l'innovation et qu'avoir des fournisseurs innovants et avec lesquels je puisse co-innover, eh ben, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Ou bien je souhaite que vous incluiez dedans le bilan carbone. Voilà. Et je pense que plus que des ressorts, je dirais, qui sont très beaux et que je partage, sociaux, collectifs, je pense que c'est plutôt des méthodes d'achat qui peuvent évoluer. Aujourd'hui, les outils existent. Ils sont un peu complexes. Ils sont, je dirais, une ingénierie d'achat dans un grand groupe est capable de les maîtriser. Dans une PMI, c'est plus difficile, mais ces outils existent. Et quelque part, le premier levier, si on pense qu'il y a en plus un bénéfice pour notre société, c'est de dire pourquoi est-ce que les groupes dont l'État est actionnaire ne seraient pas les pilotes de cette démarche-là et ne seraient pas les premiers à l'appliquer de manière un peu exhaustive afin de démontrer son bénéfice. Voilà un petit peu comment j'approcherais la question plutôt que reposer sur une conviction personnelle d'un acheteur qui est très belle, que je respecte, qui est nécessaire. Mais des entreprises, c'est aussi des procédures et des mécaniques. Et si on n'aligne pas ces procédures globalement, on aura à un moment donné un souci. Non, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire, il y a le niveau individuel, mais si on veut vraiment changer les choses, il faut plutôt réfléchir au niveau groupe, au niveau stratégie, quoi. Exactement. Et les outils existent pour inclure d'autres choses que le coût direct dans un achat d'une entreprise. Ce que je retiens de ce qu'on vient de se dire sur ce qui est fait actuellement, c'est que l'État appuie beaucoup via les différents plans de relance, France 2030, sur la partie innovation, on va dire, accompagnement sur les nouvelles filières, etc. Mais qu'il y a peut-être encore une petite chose à faire en plus sur les industries, on va dire, plus traditionnelles, telles que le textile dont on a parlé, et qu'après, au niveau privé, on va dire, les grands groupes ont leur part à jouer en termes de peut-être redéfinir leur stratégie d'achat avec prendre en compte le fameux coût complet, et aussi après, le citoyen, à lui aussi de faire des choix aussi, quand il en a les moyens, évidemment, pour privilégier le plus possible le Made in France. Tout à fait. À côté d'une politique de l'État qui est plutôt sur des grandes filières innovantes, encore une fois, en rattrapage ou potentiellement qui pourrait nous positionner comme des leaders. Ça, c'est le choix qui a été fait dans France 2030 et qui est, je dirais, dans notre tradition de politique industrielle depuis De Gaulle-Pompidou. C'est quelque part, Ministère il y a du une Plan. voilà, il y a une rémanescence des grands programmes qui ont donné le Concorde, le TGV, l'électronucléaire. On est un peu sur ce modèle-là, et qui est un peu notre histoire de politique industrielle. Mais à côté de cette politique-là, alors qu'on a quantifié, elle nous permettrait sans doute de rattraper seulement un tiers de notre retard à la moyenne européenne en termes de part de manufacturière dans le produit intérieur brut. Donc, si on se donnait comme objectif d'être juste à la moyenne européenne, il nous manque encore 2 tiers. Et ce qui est considérable, c'est 4% du produit intérieur brut. Et pour cela, il me semble qu'il y a une deuxième dynamique à activer, qui est moins verticale, qui est plus transversale, qui est plus avec les entreprises, avec les manières dont nous considérons comme citoyens que nous achetons, avec la commande publique des régions, des départements, de l'État, et qui permettrait de faire un petit bout au moins, ou peut-être la totalité, du chemin restant, par la densification de notre tissu industriel, pas nécessairement seulement sur des nouvelles technologies de rupture. Ouais, c'est le mariage de la tradition et l'innovation. C'est un beau message que tu portes là. En tous les cas, la complémentarité entre les deux, il faut pas les opposer. Il faut pas les opposer. Il faut pas opposer, encore une fois, les innovations de rupture et puis des innovations d'usage, par exemple, dans lesquelles il y a un contenu technologique, mais il n'est pas forcément énorme, mais il permet d'innover, il permet de développer un nouveau marché, de le rendre accessible aux Français. Alors, tu sais, Olivier, dans ce podcast, on aime bien parler aussi un peu de l'invité, de son parcours, de ce qui l'a amené à s'intéresser au sujet qui nous passionne tous, l'industrie. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a amené à prendre ce sujet à bras-le-corps et à autant t'investir sur le sujet de l'industrie en France? Alors, d'abord, je pense qu'il y a un fil conducteur qui est celui de ma carrière professionnelle, même si j'ai l'habitude de dire que j'ai pour l'instant 3 vies professionnelles.
J'ai été un industriel pendant 10 ans. J'ai travaillé chez Saint-Gobain, un grand groupe industriel français La avec une manufacture longue des ligne glaces. avec la manufacture des glaces, hein, toute cette histoire-là. J'ai eu l'occasion de créer des usines, hein, pour Saint-Gobain, d'en piloter. J'ai aussi été responsable de toute une région, l'Europe centrale et orientale pour ce groupe. Donc ça, c'est mon expérience, je dirais, d'industriel, voilà, sur le terrain, avec toutes les difficultés que ça veut dire, de produits qui n'arrivent pas dans l'usine à temps, de chaînes qui tombent en panne au milieu de la nuit et qu'il faut aller dépanner, etc. Ce qui est des aventures de chacun des directeurs de site, hein, qu'ils ont tous connus. J'ai aussi un parcours dans la fonction publique. J'ai travaillé pour la Commission européenne, pour l'État central à Paris, pour un conseil régional, et à chaque fois sur des sujets d'innovation, de développement économique, d'industrie et d'énergie. Et puis, depuis quelques années, je fais du conseil, et à chaque fois sur des sujets industriels, la digitalisation, ou des questions actuellement plus de souveraineté et de sécurité d'approvisionnement. Donc c'est un peu le fil conducteur de ma carrière dans toute sa diversité. Mais ça suffit pas, je dirais. Je suis originaire de Savoie, qui a connu par l'énergie hydroélectrique, les barrages, hein, les premières industries sidérurgiques. Ma famille a travaillé dans ces industries-là, et avec des territoires qui, en fait, n'ont existé que parce qu'il y avait de l'industrie pour créer de la richesse. Et quand je suis monté à la capitale, comme on dit, hein, j'ai fait mes études à Paris, j'ai travaillé. J'ai cette sensibilité très forte pour la vie des territoires. On ne peut pas avoir des territoires qui dépendent simplement de la redistribution de budget à partir de Paris ou des capitales régionales. La fierté d'un territoire, c'est d'être capable de développer sa propre économie, de créer sa richesse, de créer ses emplois, d'être fier de ses produits qu'il peut envoyer partout en France ou partout dans le monde. Et je suis très sensible à cette dimension-là, qui m'a conduit à être un peu un papa d'une initiative politique qui s'appelle Territoire d'industrie, hein. Et je pense que pour moi, la valeur la plus forte qu'il y a liée à l'industrie, certes, la souveraineté, c'est très important, la sécurité d'approvisionnement aussi, mais c'est la cohésion qu'elle peut donner à notre pays, qui a tendance à être un peu étiré, je dirais, entre des phénomènes très urbains, des grandes villes, et puis des villes moyennes qui sont en train de lever le doigt et de dire, mais finalement, comment vous me raccrochez au récit économique du pays? On les raccroche en leur donnant la possibilité de développer de l'industrie technologique, moins technologique, mais qui est toujours à la pointe du digital, parce que sinon elle n'est pas compétitive. Et puis maintenant à la pointe de l'environnement, parce que c'est notre règle pour tous. Voilà, ça a permis de raccrocher ces territoires au récit économique national. Et c'est sans doute ce qui me motive le plus. Un très beau parcours de vie lié à l'industrie. Et j'aime ton idée d'avoir l'industrie comme vecteur de rassemblement entre différentes populations avec un projet d'avenir sur des sujets importants comme l'environnement, les décarbonations. Je suis tout à fait en phase avec ce discours. On arrive au terme de l'entretien. Merci beaucoup, Olivier, d'avoir passé ce moment avec nous. On espère que les idées que tu amènes vont diffuser lentement mais sûrement dans les esprits, et qu'on va arriver à donner à l'industrie la place qu'elle mérite dans notre beau pays. Est-ce que je peux donner une dernière suggestion Bien sûr. pour ceux qui aiment l'industrie ou pour ceux qui ont des doutes? Prenez juste le temps de faire du tourisme industriel. Alors, il n'y a pas encore beaucoup d'usines qui sont ouvertes à tout moment, mais prenez le temps d'aller voir la réalité des lieux de production aujourd'hui. Je pense que c'est la première étape pour casser ces images négatives et qui ne sont plus d'actualité sur l'industrie. Si on ne sait pas ce que c'est que avoir une équipe projet dans une production, quand on ne sait pas ce que c'est qu'une usine qui est totalement robotisée, donc qui est propre comme une salle blanche, on va véhiculer des mauvaises images sur l'industrie, on va pas donner envie à nos proches, à nos enfants, à nos amis d'aller y travailler, alors qu'ils peuvent y trouver des boulots d'ailleurs bien payés, hein. C'est en moyenne 20% de plus de salaire pour le même niveau de formation dans l'industrie que dans les services. Et puis des lieux de réalisation à titre personnel et collectif autour de projets, de transformation de la matière. Voilà, allez visiter les usines qui sont ouvertes, elles ne sont pas suffisamment à mon goût, et c'est la première démarche, je dirais, pour casser cette image trop négative et fausse, décalée dans le temps, qu'a l'industrie aujourd'hui. C'est une très belle suggestion, Olivier. Merci beaucoup. Merci à toi.